Parfait. Tu descends pour passer les slides. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas gêner la présentation. Je tiens à remercier évidemment Daniel et Pierre pour le fait de pouvoir présenter notre société. Pixhaker, on est une jeune société innovante, ce qu'on appelle une start-up. On a été créé en 2019. On développe un outil pour le suivi des plaies. Alors les plaies, on en a tous, des petits bobos, on pense à des choses assez simples. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des lésions qui sont assez graves et je vais pouvoir en parler un peu plus longuement, mais c'est un cas d'usage médical qui n'est pas forcément souvent abordé. On parle souvent du cancer ou d'autres choses et pourtant c'est un enjeu très important. Moi, quand le nuage de mots est apparu, j'ai essayé aussi d'en glisser un. J'ai essayé de glisser le mot aïe. Alors pas le fameux condiment, le mot aïe comme dans la douleur. Parce que, en fait, quand moi je pense IA en santé, j'ai mis deux mots, j'ai mis aïe et organisme notifié, c'est dire à quel point je suis. C'est en fait un enjeu assez peu mature, l'IA en santé. Déjà l'IA en global, alors en effet c'est présent de plus dans tous nos téléphones, etc. Mais dans la santé, l'acquisition des données c'est un enfer. Le développement des produits, les questions de confidentialité c'est un gros problème. Après le fait de pouvoir le mettre sur le marché, passer les barrières réglementaires et le mettre dans la main des médecins, ça c'est l'enjeu le plus difficile, c'est l'usage. Et donc c'est pour ça que je suis super content de pouvoir présenter ici parce que je pense qu'il y a énormément d'effets d'annonce, mais que proposer un cas d'usage concret dans le domaine médical, d'intelligence artificielle, dans un cas, nous c'est du computer vision, appliqué dans la santé, c'est quand même assez rare, il y a peu de boîtes qui le font. Et il y en a très peu qui ont les validations en performance et sécurité. Donc je vais pouvoir apprendre à utiliser cette petite manette pour faire passer les slides sur cet outil qui s'appelle Gamma, qui m'a l'air particulièrement sympathique, mais je n'arrive pas déjà, ça commence mal. Ah si, c'est bon, c'est bon. Ah non, voilà. Ouais, on remonte, c'est bon, c'est parti. Alors, les plaies. Alors je ne vais pas vous parler des petites plaies, des petits bobos, je vais vous parler des plaies chroniques. Plaies chroniques, c'est quoi? C'est les plaies qui ne cicatrisent pas, ou peu. C'est des plaies qui mettent du temps à cicatriser. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des escarres, des plaies du pied diabétique. Ouais, c'est pas joli. C'est une pathologie qui touche 2,5 millions de personnes par an en France. C'est colossal. Les chiffres que nous donne la sécurité sociale, c'est un coût de 1 milliard d'euros. C'est assez sous-estimé. En Grande-Bretagne, on a des chiffres plus précis. Ils estiment à 7 milliards de pounds. C'est plus cher que tous les cancers confondus. Pourquoi ça coûte très très cher? C'est parce que les patients qui ont des plaies complexes, ils vont aller à l'hôpital pour avoir une expertise, revenir chez eux, et lorsque la plaie ne cicatrise pas, c'est des pansements. Tous les 2-3 jours, c'est des visites d'infirmiers à domicile. C'est une prise en charge qui est extrêmement coûteuse avec un impact important sur différents aspects du patient. 2 à 4% des dépenses de santé dans les pays développés. Le diabète, les problèmes de vascularisation, c'est des facteurs très aggravants, donc l'obésité notamment. Ce qui fait que les chiffres sont avec une très forte croissance. Les CAGR dans le domaine de l'industrie du dispositif médical et des pansements sont très intéressants. Et on a en parallèle donc, aussi une prévalence forte dans les hôpitaux. Les patients qui sont hospitalisés, typiquement, qui vont arriver sur des lits d'hôpitaux, ils vont se retrouver alités et là ils vont développer des ulcères, notamment donc, ce qu'on appelle les escarres. Donc, certains d'entre vous avaient entendu parler des problèmes dans les EHPAD, notamment il y avait eu un scandale récemment. Voilà. Vous avez des patients qui étaient laissés à l'abandon et qui étaient porteurs d'escarres. Donc ce n'est pas le sujet le plus joyeux du monde. Donc je suis navré pour ça, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai plein de photos. Et il y en a vraiment des tonnes. Donc on va bien s'amuser, c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc je vous laisse imaginer quand je recrute des ingénieurs, le petit test que je fais à l'entretien d'embauche, je leur montre plein de photos et s'ils arrivent à ne pas vomir au bout de 45 minutes, boum, ils passent le premier stade. Ils ne sont pas engagés, mais en tout cas, ils arrivent à passer. Alors, j'ai vraiment du mal avec cette présentation, je suis désolé. Voilà. Donc, pourquoi la prise en charge est compliquée? Je vais un petit peu étayer le cas d'usage médical. Donc, pour les patients, évidemment, vous avez une plaie, la qualité de vie est très impactée, vous avez des douleurs, vous avez des gènes. La cicatrisation est très longue, très 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 longue. On parle de presque 1 an pour certaines plaies, vous imaginez. 147 jours pour un ulcère de jambe, 200 jours pour des plaies du pied diabétique, et les risques de complications sont très forts. Donc, lorsque vous avez une plaie du pied diabétique qui ne cicatrise pas, amputation. Parfois décès associé avec très forte comorbidité. Et ensuite, pour les soignants, la prise en charge elle est très complexe.
Concrètement, pourquoi nous on a développé notre outil, donc notre outil est un logiciel, c'est parce que lorsque vous devez suivre une plaie, vous la suivez donc sur un temps très long. Donc vous devez documenter l'évolution. Vous mettez un pansement, vous mettez une crème, vous mettez différents types de stratégies, donc vous devez suivre l'évolution de manière précise. Et ça, c'est super compliqué. C'est très compliqué parce que le patient il va être à l'hôpital, après il va être à domicile, il va être pris en charge par un infirmier, puis ensuite il va voir son généraliste peut-être. Lui-même, il va essayer de regarder sa plaie, d'envoyer des photos à son médecin, il va retourner à l'hôpital, on ne sait pas comment ça a évolué, le truc, entre guillemets, il pourrit depuis 3 mois. Donc c'est très difficile à documenter, notamment parce que les logiciels médicaux sont peu adaptés pour des cas d'usage très visuels, il faut prendre des photos, etc. Ça, c'est pas forcément très adapté. C'est très important aussi de bien mesurer l'évolution de la lésion, donc d'avoir un aspect scientifique dans cette documentation. Là, actuellement, la mesure, elle se fait de manière subjective, et si on ne sait pas comment la plaie a évolué dans le temps, on ne peut pas adapter le traitement. Et dans la littérature, on démontre que, la littérature prouve que lorsque le suivi est fait avec des experts, le suivi est fait de manière rigoureuse, on diminue par 2 la durée de cicatrisation. Donc il y a un enjeu aussi autour de l'expertise, puisque ce n'est pas juste un pansement qu'on va donner, ça va être, il faut trouver le bon traitement, il faut trouver le bon pansement, en fonction si on met le bon traitement sur la plaie, ça va totalement changer le pronostic. Alors, nous, ce qu'on a développé pour répondre à cet enjeu, c'est une solution logicielle. Comme j'ai dit, on a été créé en 2019. On a levé une fois 2 millions, puis une fois 3 millions d'euros pour développer cet outil. On est 3 cofondateurs. Il y a un professeur de chirurgie plastique, un ingénieur informatique et moi, qui est plutôt un profil d'ingénieur biomédical. On a commencé par une problématique très concrète. Mon associé médecin, il est professeur de chirurgie plastique, donc il voit plein de patients dans son service. Il est à Strasbourg, la boîte est basée à Strasbourg. Et il prend des photos. Donc la première problématique qu'on a adressée, c'était de dire comment on arrive à faire en sorte que lorsqu'il prend des photos de ses patients, évidemment de son smartphone personnel, donc dans sa galerie personnelle, donc il a plein de photos à côté de ses enfants au ski, il a les photos du dernier anniversaire en date, donc c'est un peu compliqué. Donc on a développé à la base un outil tout simple pour permettre de ranger les photos. Donc que quand il prend la photo A puis la photo B du patient, il puisse le suivre dans le temps. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est de se dire, ok, le patient après il rentre chez lui, comment on fait pour que la photo, lorsqu'il est à domicile avec l'infirmier, on puisse la suivre aussi. Donc on a développé un outil de télésurveillance. Télésurveillance médicale, c'est très à la mode en ce moment, parce qu'il y a un modèle économique qui s'est créé. Donc nous, on essaye de s'inscrire dans cette vague-là. Et ensuite, une fois qu'on a pu avoir de l'usage autour de ça, on a commencé à utiliser les photos qu'on avait agrégées avec nos partenaires hospitaliers pour développer notre IA. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir vous présenter notre cas d'usage avec quelques détails techniques, pour permettre de mesurer automatiquement la lésion, donc de remplacer ce travail subjectif de la documentation de la lésion par un travail objectif reproductible avec nos algorithmes. Donc actuellement, on est présent dans une trentaine d'hôpitaux. Donc on a un cycle de vente à la base qui est B2B, on vend directement aux établissements de santé sous forme d'une licence annuelle. On a maintenant plus de 100 000 patients qui ont été documentés avec notre solution. Voilà, on est 20 personnes dans la boîte, dont des pharmaciens en qualité réglementaire et des ingénieurs. Alors c'est parti, les premiers visuels, accrochez-vous. J'essaie de lancer la... Ouais. Alors qu'est-ce que fait notre algo? Donc ce que fait notre algo, la première chose qu'il fait, c'est qu'il permet de détourer la plaie de la peau saine. Donc il permet de dire, voilà, là vous avez une plaie, vous avez la zone de la peau saine et et les différents tissus. Notre algorithme, donc, il fait 2 choses, il fait le contourage et ensuite, ce qu'il permet de faire, c'est de répartir les différents tissus de la plaie. C'est très important parce que c'est ça qui va délimiter l'état de la cicatrisation. En fonction du stade de la cicatrisation, vous allez avoir différentes étapes. Vous allez avoir des états où la plaie est plutôt blanche, la plaie est plutôt rouge, etc. Ça, ces tissus s'appellent bourgeonnement, fibrine, nécrose. Et donc notre algo, ce qu'il fait, c'est qu'il permet automatiquement de qualifier ces différents tissus. Alors il y a 2 minutes de vidéo. Du coup, je vais meubler. Vous pouvez me regarder si vous voulez, si vous en avez marre. Mais comme vous le voyez, on a un petit sticker de calibrage qui est en haut. Et en fait, dans notre cas d'usage, on a un enjeu autour de l'imagerie. C'est de la photographie médicale. Les cas d'usage les plus développés actuellement en santé, dans l'IA, on le remarque, c'est la radiologie. Les modèles, vous avez des boîtes qui ont été créées dans le domaine de l'IA en radiologie, comme Glimmer, comme AZMed, il y en a d'autres. 1000 vues.
C'est des modèles où les algos sont assez robustes parce que vous avez plein de données. Vous avez ce qu'on appelle des fichiers DICOM qui, en règle générale, sont présents en masse dans les hôpitaux et qui ont été utilisés pour développer les différents algos. Nous, on gère de la photo médicale, ce qui veut dire qu'il y a une variabilité énorme. C'est de la photo prise sur smartphone, des fois dans des conditions de luminosité qui sont difficiles, ce qui fait qu'on a développé ce petit autocollant à côté de la plaie qui permet de normaliser la couleur et normaliser l'image. Donc je vais passer sur le slide d'après. Vas-y. Voilà. Alors, merci. Là maintenant, je vais vous parler des étapes de développement. Donc, ce que permet de faire cet outil, c'est vraiment automatiquement mesurer la plaie, un travail qui est fait actuellement avec une réglette ou de manière totalement subjective par les professionnels de santé. Ce petit sticker, on a commencé par le développer pour permettre à ce que lorsqu'on prend un smartphone et qu'on prend une photo d'une plaie, eh bien, on ait toujours la même luminosité. Parce que comme vous le voyez, on calcule de la couleur dessus. Donc, ce qui veut dire que si on est totalement surexposé ou sous-exposé, ça va totalement biaiser notre analyse. Donc, on a développé un premier outil. Vous avez ici un marqueur RGB. Vous avez différentes couleurs qui nous permettent de normaliser l'image. Ensuite, c'est la distance. Nous, on connaît les mesures de ce sticker, ce qui fait que ça permet, quelle que soit la distance de le smartphone à la plaie, de pouvoir dire, voilà, là, on sait que la zone cutanée, si tant est qu'on peut délimiter les bords, elle fait telle surface. Donc ça nous permet déjà d'avoir la taille de la plaie, ce qui est une information super importante. Parce que si la plaie, on voit que sa taille globale, elle diminue, bah, c'est une bonne nouvelle. Si elle augmente, c'est une mauvaise nouvelle. Donc on peut émettre des alertes et prévenir le professionnel de santé. Et le troisième aspect, c'est l'angulation. On est sur des zones circonférentielles, on est sur des bras, on est sur des jambes, ce qui fait que si jamais on voit que le sticker n'est pas dans le bon angle, eh bien à ce moment-là, on peut essayer de corriger le tir au niveau de la plaie. Donc on a commencé par développer ce sticker et on a posé un brevet sur du coup, son utilisation dans le cadre d'analyse d'image appliquée aux lésions cutanées. Ouais. Ok. Alors, donc la première étape de notre développement, ensuite, ça a été de dire, bon, très bien, on veut mesurer les plaies, c'est super, mais par contre, en fait, c'est quoi le gold standard? Ça veut dire quoi, bien mesurer une plaie? Donc, actuellement, le gold standard, c'est des médecins, des infirmiers, avec des outils comme la réglette. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est la variabilité interindividuelle et la variabilité intra-individuelle. Variabilité interindividuelle, c'est-à-dire si on prend 2, 3, 4 soignants sur la même plaie, est-ce qu'ils vont être d'accord sur la mesure? Et s'ils ne sont pas d'accord, quel est le pourcentage d'erreur? La variabilité intra-individuelle, tout le monde l'a compris, c'est un médecin ou un infirmier contre lui-même. Est-ce que si je mesure une plaie au temps 1 et après au temps 2, je remesure la même plaie, est-ce que je vais être d'accord avec moi? Parce que si en fait entre guillemets, la communauté scientifique n'est pas d'accord sur les méthodes de mesure, nous on ne peut pas développer un algo qui fera mieux, par définition. C'était la première étape. Donc quand on fait les maths, on a pris donc un expert qui mesure une plaie, et on l'a confronté à 6 autres experts. On a considéré que s'il y a un écart de 10%, c'est le threshold qu'on place, ce qui veut dire qu'il y a une erreur dans la mesure. S'il y a un écart de 10% dans les mesures du médecin A et du médecin B, on considère qu'ils ne sont pas d'accord. Donc quand on regarde sur la surface, vous avez en moyenne 22% d'erreurs entre deux soignants. C'est-à-dire que si vous prenez un soignant A, un soignant B qui mesure la même plaie, vous allez en moyenne avoir 22% de taux d'erreur. Si vous prenez sur les tissus, en règle générale, lorsque deux soignants mesurent une nécrose, ils sont toujours d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué de délimiter ce qui est noir. Par contre, si vous prenez d'autres types de tissus qui sont extrêmement importants, ce qu'on appelle la fibrine, c'est des résidus cicatriciels présents sur la plaie, et vous prenez la granulation, en règle générale, vous avez 50% de taux d'erreur. Donc vous avez une très forte variabilité entre les soignants. Et ensuite, lorsque vous avez un soignant versus lui-même, qui mesure la plaie 2 fois de suite, eh bien là encore, vous avez quand même une variabilité forte. Vous avez plus de 16% d'erreur sur la surface. Vous avez aussi 7% d'erreur sur la nécrose, etc., etc. Donc ça, c'est le gold standard sur lequel on essaye d'être aussi bon, sachant que là, on parle d'experts, c'est-à-dire de chirurgiens vasculaires, de chirurgiens plastiques qui sont extrêmement habitués à avoir des lésions de ce type. La première étape donc, de développement, c'est vraiment d'établir le gold standard pour un produit comme le nôtre. À chaque fois, je suis en stress, je te regarde, je suis en mode oh putain, comment je vais faire pour passer la slide d'après? Ok. Alors ensuite, donc la récolte des données, comment on a fait? On a pris plein de photos. Donc on est allé fouiller dans les smartphones de différents soignants, évidemment avec des accords avec les différents hôpitaux pour nous transmettre les données de manière anonymisée. On a développé ce sticker, on l'a posé sur plein de types de lésions différentes.
Donc des plaies du pied diabétique, des ulcères de jambes, des lésions vraiment complexes dans des conditions de luminosité différentes, à domicile, à l'hôpital. Voilà. On a compilé un dataset de plus de 4000 photos. 4000 photos, en fait, ça paraît pas énorme, parce qu'on entend parler de datasets de millions de documents dans certains cas d'usage d'IA. Mais en fait, récupérer 4000 photographies médicales, bon courage. C'est pas si évident que ça, on a bien galéré, on a fini par y arriver avec de la douleur, mais concrètement, on a quand même réussi à récupérer un dataset suffisant pour développer nos algos. Ensuite, donc, on a fait ce qu'on appelle le travail d'annotation. Donc, on a pris un outil existant qui s'appelle MakeSense IA, qui est un outil open source, et on l'a adapté pour être capable de faire l'annotation avec différents soignants. Donc, on a pris différents niveaux d'experts. On a pris une douzaine d'experts de la plaie qui ont annoté la lésion, donc qui ont fait ce travail de contourage de la plaie, de la peau saine, qui ont fait ce travail de segmentation des différents tissus, et qui nous ont permis de développer notre modèle. Voilà, vous pouvez voir, donc même sur des plaies extrêmement complexes, où vous avez donc une zone qui est assez lumineuse, hein, vous avez beaucoup d'effets de flash. Lorsque vous prenez une photo avec le flash, vous allez avoir des effets de blanc sur les plaies, c'était très difficile à gérer. Donc vous voyez la segmentation manuelle, segmentation avec l'intelligence artificielle. Alors, donc, quand on compare les performances, on a un premier algorithme qui s'appelle WinSize qui permet de calculer la surface de la plaie. L'expert, à date, il a à peu près 17% d'erreur, donc ce qui veut dire que lorsque vous mesurez une plaie et que vous la mesurez le jour 2, vous allez en règle générale avoir une erreur de 17%. Et notre algorithme est capable d'avoir un taux d'erreur d'à peu près 23%, ce qui est plus ou moins pareil, en tout cas ce qui est une erreur acceptable pour le soignant. Mine de rien, ce n'est pas la même chose. Donc nous, comment on fait au niveau réglementaire pour mettre un outil pour mitiger le risque? C'est-à-dire s'il y a quand même, mine de rien, 5-6% d'écart, comment on fait pour être capable de mettre un outil qui permet de mitiger ce risque? Donc, il y avait des éléments visuels qui étaient présents en dessous normalement, si tu scrolles. Voilà. Donc là, par exemple, ce qui illustre un petit peu les différences d'interprétation, c'est que vous avez une lésion qui est ici analysée par le soignant, donc qui mesure uniquement vraiment la dégradation cutanée, et à droite, vous avez les calculs de notre IA qui prend aussi la zone inflammatoire, ce qui explique le taux d'erreur. Et donc, on a développé un outil pour permettre de corriger cette erreur de mesure. Donc là, il y a une petite vidéo à lancer. Je pense que tu peux arrêter le son. Voilà, donc en fait, ça permet, si jamais, donc nous on propose un premier contourage, mais si jamais le soignant n'est pas content, il peut le faire manuellement, il peut vraiment corriger ça. C'est quelque chose qu'on considère comme très important dans le domaine médical, puisque pour mettre le produit sur le marché, il faut être capable d'avoir justement une question de performance et de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait si l'algo se gourre? Surtout quand c'est des cas de black box, quand on n'a pas forcément une explicabilité forte des modèles, comment on fait pour que le soignant il puisse à un moment dire stop et juste valider l'interprétation? Donc nous, on a décidé de mettre en place cet outil pour permettre d'avoir une validation manuelle. Ensuite, sur la performance de l'algorithme, donc sur la fibrine, la nécrose et la granulation, donc sur les tissus, notre algorithme est capable de faire la même chose que la variabilité intra-individuelle. C'est-à-dire qu'on est aussi bon qu'un soignant pour faire cette analyse. Donc l'algorithme est vraiment capable de reproduire l'expertise d'un expert. Donc si vous prenez un chirurgien qui mesure une plaie, l'algorithme que vous mettez dans la main de n'importe qui, un patient, un infirmier, un non-expert, eh bien l'algorithme est capable d'avoir le même niveau d'expertise, de variabilité intra-individuelle qu'un expert de très haut niveau. Donc on a évalué les performances avec une étude clinique, ce qui est évidemment indispensable dans notre secteur. Donc on a fait une étude monocentrique avec 42 patients en 2023. L'objectif était d'évaluer des méthodes de mesure avec un smartphone, donc le détourage manuel, ce que je vous ai montré avec le doigt, versus les algorithmes, et comparer ça avec les méthodes traditionnelles de mesure. C'est ce qui nous a permis d'avoir les résultats que je vous ai présentés avant. Donc on a fait une analyse des performances avec un cabinet spécialisé, et ensuite on a été accompagné par Qiomed, justement pour la rédaction du Clinical Evaluation Report, qui a fait un super travail, qui nous a vraiment permis d'avoir un rapport qui est compréhensible et qui est bien plus étayé, bien plus robuste, pour convaincre les organismes notifiés de nous octroyer le marquage CE2A. Donc voilà, je tiens à remercier Daniel et Camille aussi. Sur la partie réglementaire justement. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment on a fait pour développer l'outil. À quoi ça ressemble de mettre un produit d'IA sur le marché en Europe?
bien, c'est très complexe. Vous avez différentes étapes. La première étape étant évidemment la démonstration d'une performance et d'une sécurité. Pour faire ça, il faut être capable d'avoir donc fait une évaluation clinique. En règle générale, c'est très coûteux. Ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Ensuite, vous déposez le dossier au niveau de l'organisme notifié, 2023. Et ensuite, vous allez avoir donc des rounds d'évaluation avec l'organisme notifié. L'organisme notifié, c'est une sorte de cabinet d'audit qui va regarder votre techno et qui va vous donner le blanc-seing pour le mettre sur le marché. 2023-2024, on a eu un an d'itération avec l'organisme notifié, donc on a déposé notre dossier, ils nous ont dit ah bah là les résultats ils sont pas suffisamment clairs, il faut les étayer, il faut refaire une petite étude de faisabilité. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes si jamais le médecin il utilise l'outil mais qu'il ne comprend pas comment ça marche, quels sont les risques? Ce qui fait qu'on a eu plusieurs itérations avec eux et on a ensuite un audit final qu'on n'a pas encore passé, qui sera pour début 2025 où cette fois l'auditeur vient directement dans les bureaux et regarde que tout se passe bien concrètement, pour enfin obtenir le marquage CE classe 2A et pouvoir commercialiser la solution. À comprendre que beaucoup de boîtes dans la santé numérique décident de baser toutes leurs billes sur une intelligence artificielle qu'ils vont commercialiser, alors que les barrières à l'entrée, elles sont quand même très très élevées et les coûts associés ils sont énormes. Nous, on a eu la chance de commencer à commercialiser notre solution sans IA. Donc on est allé voir directement les hôpitaux pour leur vendre un outil qui permet de suivre les plaies déjà sans forcément d'outils automatiques de la mesure et déjà de générer des revenus. Ce qui nous a permis ensuite d'aller voir des fonds d'investissement en disant regarde, on a déjà des revenus avec un premier outil, on a de l'usage, on a plus de 100 000 patients qui ont été suivis et là on est en train de faire ce développement d'IA, donc on avait déjà des données, on avait déjà des médecins experts qui utilisaient le produit et on avait déjà suffisamment de force pour être capable de démontrer notre capacité à développer cette IA jusqu'au bout. Donc ensuite, quelles sont les prochaines étapes pour notre société? Notre objectif, c'est d'être capable de se passer de ce fameux sticker, qui est quand même une petite contrainte. Il faut le placer sur la peau saine, il faut l'avoir sur soi. Maintenant, les caméras des smartphones sont de plus en plus performantes. Vous avez des outils pour automatiquement mesurer la lésion. Vous avez des outils qu'on appelle le LIDAR, certains d'entre vous le connaissent, qui permettent de faire une reconstruction 3D. Vous avez aussi un essor important de tout ce qui est réalité virtuelle, présent sur les smartphones, avec des outils pour reconstruire une surface en 3D. Donc nous, on se base sur ces technologies pour être capable d'améliorer notre techno et à terme, d'avoir vraiment une reconstruction 3D d'une surface cutanée. Donc vous scannez une plaie, vous scannez un bras et vous avez vraiment une reconstruction 3D avec les différents niveaux de profondeur de la lésion. Et enfin, on est en train de développer d'autres algorithmes pour reconnaître des plaies post-opératoires, donc pour vous permettre directement à partir d'une plaie linéaire de reconnaître et de vous dire attention, il y a une infection. Donc demain, lorsque vous rentrerez chez vous après une opération, vous prendrez votre plaie en photo et hop, si jamais vous avez une infection en cours, eh bien, il y aura une alerte qui vous permettra d'être hospitalisé plus tôt. Voilà concrètement ce que l'on fait. Merci beaucoup pour votre attention.